Bonjour et bienvenue à cette conférence débat organisée par l'Association des Amis de l'Algérie dans le cadre des convergences culturelles qui sont eux-mêmes organisées par la ville de Rennes et l'Union des associations interculturelles de Rennes, l'UAIR. Merci d'être venus. Cette conférence est animée par Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est historien et maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Ivry-Val d'Essonne. Olivier Lecourt-Grandmaison est sans aucun doute l'un des plus grands spécialistes actuels dans les domaines dont il vient nous entretenir aujourd'hui, ceux des droits de l'homme et de la diversité culturelle. Ces différents ouvrages ont été consacrés à l'étude des phénomènes racistes et discriminatoires tout au long des guerres coloniales ainsi que des différents conflits qui ont ravagé l'Europe au cours du XXe siècle. Il analyse avec rigueur implacable les techniques répressives que l'État a su élaborer, codifier et mettre par le passé au service de certaines idéologies perverses et qui donnèrent lieu à des concepts tels que race inférieure ou vie sans valeur. Il entraque les relents dans la société actuelle. Il a notamment publié 17 octobre 61, Colonisé, exterminé sur la guerre et l'État colonial en 2005. La République impériale, politique et racisme d'État, qui est traduit en arabe en 2010. De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, qui était édité en 2010 et traduit en arabe également en 2011, les citoyennetés en révolution, les étrangers dans la cité, expérience européenne, et puis passion et sciences humaines en 2002, haine, philosophie et politique en 2002. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Olivier. Juste un mot avant de commencer cette conférence. Olivier nous a ramené des livres qu'il sera heureux de dédicacer et vendre juste après cette conférence. Je laisse la parole à Olivier. Merci d'être venu à Rennes et puis voilà, à vous la parole. Merci pour le... Oui, ça marche. Merci pour l'invitation. Alors, si ma mémoire ne me trahit pas, je ne traiterai pas là, étant donné le sujet de la conférence, de l'actualité des émigrations, non plus d'ailleurs de l'actualité de l'émigration nord-africaine spécifiquement, mais bien plutôt faire un détour par l'histoire à la fois politique, juridique, sociale, des émigrations, comme on le disait, ou comme des spécialistes l'écrivaient pendant l'entre-deux-guerres, des émigrations dites exotiques, qui étaient distinguées des émigrations européennes. Et on verra que cette distinction qui est faite dans la thèse qu'il soutient par quelqu'un qui va devenir un des grands spécialistes des questions migratoires pendant l'entre-deux-guerres, à savoir Georges Mocco, cette distinction peut être considérée comme au fond la matrice d'un discours qui peut être à la fois raciste et xénophobe et dont l'un des éléments clés d'articulation est la distinction faite entre des émigrations dites assimilables, comme on l'écrit à l'époque, et d'autres qui ne le sont pas, et qui, ne l'étant pas, sont réputées dangereuses pour la République, dangereuses, on ne l'écrit pas en ces termes, mais le fond est là, dangereuse pour l'identité nationale, dangereuse pour la sécurité des biens et des personnes, et parfois aussi, c'est un argument souvent employé, aujourd'hui de même, parfois. J'en veux pour preuve un certain nombre de discours tenus par le très sémillant ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sur les Roms, dangereux également pour la sécurité sanitaire des populations nationales. Alors, l'histoire des rapports entre la colonisation et l'immigration est une histoire ancienne, n'en déplaise à ceux qui cherchent à nier d'une façon ou d'une autre qu'il y ait quelque rapport que ce soit entre la présence en France d'un certain nombre d'émigrés et de leurs descendants et le passé colonial de la France. Cette histoire est ancienne, sans remonter trop loin, elle débute entre autres au cours de la Première Guerre mondiale.
puisqu'en effet, au cours de la Première Guerre mondiale, pour des raisons évidemment liées à l'ampleur du conflit, à sa durée, les autorités politiques françaises, militaires également, vont recruter. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le recrutement, parce que dans une bonne partie des cas, il s'agit de recrutement forcé. Ils vont recruter d'une part près de 600 000 soldats indigènes, qui vont être appelés évidemment à combattre pour la défense de la patrie, qui n'est évidemment pas la leur, puisque je reviendrai sur leurs conditions. Ils ne sont pas des citoyens français, mais ils sont considérés comme des sujets français, ce qui est une différence notable. J'y reviendrai. Et d'autre part, s'ajoute à cela l'importation, pour le dire en ces termes, en France, de près de 200 000 travailleurs des colonies. Là aussi, là encore, pour soutenir l'effort de guerre, non pas sur le front, mais à l'arrière. Alors, la situation de ceux-là, qui sont souvent donc, des Nord-Africains, qui viennent d'Algérie, qui peuvent venir du Maroc, de Tunisie, qui peuvent également venir d'Afrique occidentale française, c'est-à-dire d'Afrique noire, et pour certains d'entre eux de beaucoup plus loin d'Indochine. Leur condition politique et juridique n'est donc pas celle de citoyen français, mais celle de sujet français. Ceci devant être précisé dans la mesure où, en français, le terme de sujet est un terme très polysémique qui peut désigner deux choses complètement différentes. Sujet en tant que titulaire de prérogatives civiles et politiques, et sujet en tant que, exactement l'inverse, assujetti en l'occurrence à un ordre politique, juridique, discriminatoire, et c'est évidemment le cas des indigènes de l'Empire. C'est la règle. Les règles sont les suivantes. En tant qu'ils sont sujets français, ils sont donc privés des droits et libertés démocratiques fondamentaux, c'est-à-dire pas de liberté de réunion, pas de liberté d'association, pas de liberté de la presse, pas de droit de vote. À quoi s'ajoutent des discriminations, des discriminations répressives, ou des mesures répressives discriminatoires qui ne sont opposables qu'à eux, et donc pas aux Européens, et j'allais dire moins encore aux Français résidant dans les colonies. Et ces dispositions répressives qui ne s'appliquent qu'à eux vont être, notamment dans le cas de l'Algérie, réunies dans ce que les juristes et les hommes politiques de l'époque appellent donc le code de l'indigénat, que les victimes de ce code appellent, en ayant parfaitement saisi la logique et les finalités, qu'ils appellent donc code matraque. Puisqu'en effet, ce code a d'abord et avant tout pour fonction de créer une série d'infractions qui ne sont donc opposables qu'aux indigènes. Parmi les conditions particulières qui leur sont imposées, alors même que ces indigènes vivent dans des départements français d'Algérie, il y a l'absence de liberté de circulation, à la fois à l'intérieur du territoire algérien et à la fois à l'extérieur. Ces dispositions vont être en partie levées justement pendant la guerre de 14 pour des raisons évidentes de nécessité à la fois militaire et économique, et maintenues jusque dans les années 1925-1926. Et cette émigration, notamment nord-africaine, vient en France pour des raisons qui tiennent à la fois aux particularités de la situation française au sortir de la Première Guerre mondiale. L'une de ces particularités, c'est, mais là depuis relativement longtemps, et qui permet aussi de comprendre pourquoi la France a été l'un des plus grands pays d'émigration au monde, le second, juste derrière les États-Unis, quand bien même c'est complètement nié dans la plupart des grands récits politiques et passablement mythologiques qui sont tenus sur la France. La première de ces raisons, c'est une démographie française notoirement plus basse que celle d'un certains autres pays européens. Des causes plus conjoncturelles qui sont évidemment liées à l'ampleur des dégâts humains et matériels provoqués par la Première Guerre mondiale. 1 300 000 ou 400 000 morts pendant la guerre, auquel il faut ajouter, si ma mémoire ne me trahit pas, entre 300 et 400 000 morts liés à la grippe espagnole. C'est-à-dire qu'on se trouve dans les années 1920 avec un déficit démographique notamment masculin énorme.
d'où la nécessité de recourir à une main-d'œuvre à la fois européenne et une main-d'œuvre donc qualifiée d'exotique. Cette main-d'œuvre qualifiée d'exotique, notamment par Georges Mocco, comme je l'indiquais tout à l'heure, va, dans les années 1925-1926, se voir appliquer de nouveau des dispositions restrictives pour entrer sur le territoire national. La proposition doit être précisée parce que, dit comme ça, elle peut paraître singulière. Je dis entrer sur le territoire national, le propos est de fait juridiquement inadéquat, parce qu'un immigré indigène algérien, comme on le dit à l'époque avec un mépris souverain, qui vient des départements français d'Algérie en métropole, ne rentre pas sur le territoire national, parce que de facto et de jure, il ne l'a jamais quitté. Il ne fait simplement que changer de territoire. Alors certes, il y a évidemment une discontinuité géographique entre la métropole et l'Algérie, mais il ne change pas, à proprement parler, de territoire. C'est comme lorsque un Antillais, un Réunionnais vient en France, assurément il change de lieu, mais il ne rentre pas sur le territoire national, parce que de ce territoire national, de facto et de jure, il ne l'a jamais quitté. Et néanmoins, à cela vont s'appliquer un certain nombre de dispositions restrictives, qui sont motivées par un discours qui est un discours de type raciste, au motif que cette émigration en particulier pose un certain nombre de problèmes, comme je l'ai indiqué rapidement en introduction, des problèmes relatifs à la sécurité des biens et des personnes, des problèmes relatifs à la santé, à la sécurité sanitaire, puisque on a affaire là à des populations, comme on le dit, relativement pauvres, pour ne pas le dire, ou même très pauvres, qui sont perçus comme des foyers infectieux relativement dangereux. Et alors, d'une part pour la tuberculose, qui, on le sait, est la maladie des pauvres, à l'époque et aujourd'hui encore, et d'autre part pour une autre maladie qui, étant donné le genre de maladie, appelle très souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, toute une série de représentations fantasmatiques sur la corruption du corps national au plus intime, qui présente un certain nombre de particularités et dont les Algériens, entre autres, sont réputés être particulièrement porteurs, et en étant porteurs sont réputés infectés. Les femmes françaises, et au-delà des femmes françaises, supposées donc porter atteinte à l'intégrité, si je puis dire, mais physique, du corps national. À quoi s'ajoute déjà l'idée qu'à ces caractéristiques ethnico-raciales des émigrés dits exotiques et nord-africains en particulier, s'ajoutent des caractéristiques cultuelles et culturelles liées à l'islam, déjà présentées comme étant par essence une religion de guerre, comme étant par essence une religion hostile à l'émancipation féminine, ce qui, soit dit en passant, dans le discours d'un certain nombre d'hommes politiques de la Troisième République, ne manque pas de piquant, dans la mesure où on sait que tout républicains qu'ils étaient, socialistes par ailleurs, parfois aussi, ou radicaux socialistes, dans certains cas, ils n'ont, même après, même pendant et après le Front populaire, ils n'ont jamais envisagé, si peu que ce soit, d'octroyer le droit de vote aux femmes, et que la France, qui s'enorgueillit souvent par ses représentants de droite comme de gauche d'avoir été, presque depuis toujours, sinon au moins depuis 1789, le phare lumineux desquels on s'entend et se voit la liberté, l'égalité, la fraternité, sur toute une série de problèmes, est quand même notoirement en retard. On ne va pas faire la liste là, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais en tout cas, relativement à ce propos, oui, elle est très en retard, puisque la France sera parmi les derniers pays européens à accorder le droit de vote. Faut-il le rappeler, la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk accorde le droit de vote dès lors que celui-ci accède au pouvoir, c'est-à-dire en 1923 ou 1924, seuls 20 ans avant la très glorieuse et très républicaine France. Bref, donc l'islam est réputé être une religion par essence hostile à l'émancipation féminine et une religion par essence hostile au progrès des sciences et des techniques, versus évidemment la religion chrétienne qui, comme chacun sait, depuis 2013 ans maintenant, et depuis donc forcément très longtemps, farouchement favorable à l'émancipation féminine, comme chacun sait, farouchement favorable au progrès des sciences et des techniques. Giordano Bruno, qui est parti en fumée sur la place de Campio Fiori à Rome, en sait quelque chose, puisqu'il a été condamné à mort par la très sainte Inquisition et brûlé pour avoir défendu des thèses philosophiques qui n'étaient pas compatibles avec les dogmes arrêtés par les théologiens. Bref,
Donc on voit se mettre en place un discours qui est à la fois un discours raciste, xénophobe et, pour le dire en ces termes, passablement islamophobe, qui n'est pas simplement un discours du sens commun, un discours de ceux d'en bas, comme on le croit trop souvent, mais qui est aussi un discours des élites politiques, des élites universitaires, et notamment, je pense là en particulier à Georges Moko, qui soutient donc sa thèse, pas dans n'importe quelle université, parce qu'elle est soutenue en la très prestigieuse et honorable Sorbonne, thèse dans laquelle il dresse une sorte de typologie comparative des émigrations. Et il oppose d'un côté l'émigration dite européenne. Là, les problèmes posés par cette émigration ne sont évidemment pas des problèmes ethnico-raciaux, puisque plus personne à l'époque ne peut véritablement soutenir que les Français, les Italiens, les Allemands, les Portugais, les Espagnols appartiennent à des races distinctes. Par contre, cette émigration qui, sur un certain nombre de plans, dit-il, ne présente pas de danger particulier en raison du discours qui est devenu maintenant très classique, en raison d'un passé commun, en raison d'une civilisation commune, en raison d'une religion commune, peut dans certains cas présenter des dangers politiques. Et il pense notamment aux Italiens, puisqu'effectivement, une grosse partie de l'immigration italienne de l'entre-deux-guerres est une immigration antifasciste, dont il craint qu'elle ne contamine les ouvriers français. Relativement à l'immigration exotique, là les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées et beaucoup plus dangereuses, si je puis dire, puisque Georges Moko, et de ce point de vue-là, il pose les fondements d'un discours qui n'a cessé de prospérer depuis, puisqu'il estime là que cette immigration exotique en général et nord-africaine en particulier est inassimilable, pour des raisons ethnico-raciales et pour des raisons religieuses et culturelles. Au fond, il établit cette règle désormais perçue comme allant de soi, selon laquelle la dangerosité d'une immigration s'apprécie en fonction de ses plus ou moins grandes capacités à s'intégrer. Ou pour dire autrement, moins une immigration sera considérée comme intégrable, assimilable, on dit à l'époque, intégrable on dit aujourd'hui, plus cette immigration est réputée dangereuse, et ce qui permet effectivement de faire la distinction là entre une immigration européenne qui peut être assimilée et une immigration nord-africaine en particulier qui ne peut pas l'être, ou très difficilement, et pour laquelle il faut donc prévoir toute une série de dispositions restrictives. Ces dispositions restrictives vont effectivement être mises en œuvre, et parmi les dispositions restrictives qui sont spécifiquement imposées aux immigrés nord-africains, algériens en particulier, il y a d'une part l'exigence de fournir un contrat de travail, l'exigence de produire un certificat médical attestant que la personne qui veut venir en France n'est pas atteinte de maladies contagieuses, et d'autre part l'exigence d'un pécule, c'est-à-dire d'une somme d'argent nécessaire au retour dans son pays d'origine, l'Algérie. Rappelez que sur ce point-là très précis, ce droit applicable et opposable aux indigènes algériens, comme on l'a dit à l'époque, est une disposition qui est encore aujourd'hui en vigueur dans le droit des étrangers, opposable donc aux étrangers non ressortissants des États membres de l'Union européenne, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'un étranger qui ne vient pas des États membres de l'Union européenne doit, pour venir en France en situation régulière, produire un passeport, un visa lorsque la chose est exigée, plus effectivement apporter la preuve, sous quelque forme que ce soit billet d'avion, carte de crédit ou somme d'argent en liquide, qu'il peut être effectivement rapatrié à ses frais dans son pays d'origine. Cette mesure-là en particulier trouve ses origines donc dans des dispositions discriminatoires opposées donc, à l'époque, et qui vont s'appliquer jusqu'en 1945. En 1945, le statut des indigènes en général et des indigènes algériens en particulier change du tout au tout, au moins sur le plan juridique, puisqu'en effet, l'ensemble des dispositions discriminatoires, code de l'indigénat, enfin les codes de l'indigénat, parce qu'il y a eu un code de l'indigénat en Algérie, qui est la matrice des codes de l'indigénat appliqués par la suite dans l'Empire, et qui date, dans la première version, date de février 1875, les codes de l'indigénat sont abrogés. Toutes les mesures discriminatoires que je considère comme étant des mesures d'exception
sont également abrogées. Ça concerne l'internement administratif, ça concerne la responsabilité collective, ça concerne le travail forcé appliqué aux civils, faut-il le préciser, et donc appliqué à des civils qui n'ont commis aucun crime ni délit, et qui ont été soumis au travail forcé de façon systématique, et plus particulièrement notamment en Afrique équatoriale et occidentale française. Et désormais, dans le cadre de l'Empire rénové, est désormais appelée Union française, avec le soutien, faut-il le rappeler, d'une part du général de Gaulle, des forces gaullistes, de la SFIO et du Parti communiste. Désormais, ceux qui étaient considérés comme des indigènes deviennent des citoyens à part entière. Et droit de vote, droit de réunion, droit à la liberté d'association, etc., etc. Et s'ajoute à cela, évidemment, désormais, la liberté de circulation, évidemment, notamment pour ceux qu'on appelle plus les indigènes, mais ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie. Toute petite remarque quand même, il est assez singulier que dans le discours officiel, et c'est pas seulement les discours, il est assez singulier aussi que dans les écrits officiels de la 4e République, cette même 4e République qui vient de rappeler que, eu égard aux événements qui ont eu lieu entre 1939 et 1945, elle récuse par principe toute discrimination de quelque nature que ce soit, que dans la langue officielle de cette même 4e République, on trouve le syntagme français musulman d'Algérie, qui au moins contrevient à deux principes. D'une part, a priori un principe discriminatoire, et la mise en avant d'origine ethnico-raciale et religieuse, et second principe tout à fait singulier, la mise en avant du caractère musulman dans une république qui vient de réaffirmer solennellement qu'elle est laïque. Bref, ces Français musulmans d'Algérie donc sont désormais libres de circuler entre la France, entre les départements français d'Algérie et la France. Et effectivement, après 1945, pour des raisons qui sont liées à l'ampleur des destructions du pays consécutives à la Seconde Guerre mondiale, qui bientôt vont être liées à ce que d'aucuns regardent aujourd'hui avec des trémolos dans la voix, enfin, on parle avec des trémolos dans la voix, c'est à cette période particulièrement glorieuse de l'après-Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs à ce point glorieuse qu'elle est nommée les 30 Glorieuses, c'est-à-dire un développement absolument sans précédent de l'économie, et qui a, pour toutes ces raisons, un besoin impérieux de main-d'œuvre nationale et de main-d'œuvre d'origine immigrée européenne et de main-d'œuvre d'origine immigrée coloniale. En droit, les choses sont désormais très claires. Dans la pratique, nonobstant le double collège, d'accord, mais ce n'est pas le sujet de la conférence, dans la pratique, les choses sont très claires aussi, mais peu de choses changent. Je veux dire par là que toutes les études qui ont été faites dans les années 1950 et 1954, notamment des études qui sont faites par des chercheurs et des chercheuses du CNRS, et donc qui disposent d'un label et d'une crédibilité scientifique importante et significative, montrent que les immigrés nord-africains en général et algériens en particulier sont victimes de discrimination systémique et cumulative, parce que systémique, qui affectent l'emploi, les niveaux de salaire, le logement, l'accès à la santé, taux de chômage dans les années 1950 pour les nationaux, moins de 2%, taux de chômage des immigrés nord-africains dans les mêmes années, entre 15 et 20%. Autrement dit, déjà à l'époque, selon la formule bien connue, les immigrés algériens sont les derniers embauchés et les premiers licenciés. Par ailleurs, ils sont la plupart du temps, entre autres, mais pas uniquement, au regard de leur faible qualification, employés dans les emplois les plus dangereux, les plus insalubres, les moins qualifiés. Et les phénomènes de relégation urbaine que nous connaissons bien aujourd'hui, dont les origines se trouvent là, entre autres,
ces phénomènes de relégation urbaine se mettent en place de façon extrêmement importante. En fait, on a affaire, au-delà des ruptures juridiques, à des continuités extraordinaires, des pratiques, à la fois de l'administration, des entreprises, des acteurs privés, et à une gestion absolument coloniale et pratiquement inchangée de cette immigration, confrontée à une exploitation particulière, à quoi s'ajoute une oppression spécifique en raison des pratiques racistes et discriminatoires de la police. Quasi-systématicité des contrôles aux faciès, je parle avant même le déclenchement de la guerre d'Algérie le 1er novembre 1954. Pratique de violence répressive contre les manifestations autorisées sans commune mesure avec les violences policières à l'encontre des nationaux, dans un contexte où globalement la spécificité de l'exploitation et de l'oppression qui pèsent effectivement sur ces catégories particulières de l'immigration ne sont pas ou très peu pris en charge par ce qu'il est conduit d'appeler les grandes organisations syndicales et politiques du mouvement ouvrier. Je finirai juste sur cette remarque, que les choses perdurent. Je ferai juste le commentaire rapide d'un slogan qui passe souvent pour être un slogan, un slogan justement prenant en compte le sort singulier fait par le passé, aujourd'hui encore, à ceux qui sont issus de l'immigration nord-africaine, en particulier. Ce slogan, qui passe pour très radical et pour susceptible de créer effectivement des conditions d'un combat solidaire entre les travailleurs immigrés et les travailleurs français, est un slogan bien connu, c'est travailleurs immigrés, travailleurs français, même patron, même combat. Qui passe pour effectivement relativement radical et comme étant au principe donc d'une action solidaire entre les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Et qui à mes yeux est en fait occulte très exactement ceci, que si effectivement les travailleurs immigrés et les travailleurs français ont un même patron, dans certains cas, ils ne sont pas confrontés aux mêmes conditions de travail. Et ce que masque, ce que cache, ce que néantise ce slogan, c'est très exactement cela. Les spécificités de l'exploitation et des discriminations qui pèsent spécifiquement, ou qui pesaient spécifiquement, ou qui pèsent encore d'ailleurs, sur les émigrés nord-africains, et hélas, qui ne pèse pas uniquement sur les immigrés nord-africains, mais qui pèse évidemment aussi sur leurs descendants. Et ce, sur plusieurs générations, pour toute une série de raisons, et pour des raisons qui d'ailleurs ont été réactivées récemment, et qui ont à voir, là aussi et là encore, avec cette représentation largement fantasmée, islamophobe donc, de l'islam, réactivée par les événements que vous savez, et entre autres, évidemment, le 11 septembre 2001. J'en ai terminé et je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour cet aperçu. Nous allons passer maintenant au débat. Si vous avez des questions, en sachant que nous n'avons qu'une demi-heure, donc on doit libérer la salle à 3h15, voilà. Bonjour, Jean Castel, je suis administrateur à l'UAIR. Et je conteste votre interprétation du slogan, c'est bon pour le parce que effectivement les organisations justement syndicales ne vont pas mettre dans un slogan les particularités. Et si vous aviez au contraire cité dans un slogan des particularités en fonction d'une population, là souvent vous aurez pu vous appuyer sur justement une attitude discriminatoire. Alors qu'au contraire, cette volonté-là était une volonté de faire partager à toute la communauté salariée comme quoi effectivement nous étions dans un même combat. Et nous sommes toujours d'ailleurs dans un même combat. Si la CFDT a changé de sigle, c'est aussi parce que sortir de la guerre d'Algérie, il fallait pouvoir enlever le C de chrétien pour pouvoir que pour tout le monde, toute personne, ça laïcise la CFD, le syndicat, et que tout le monde puisse s'y retrouver dans le même syndicat. Je crois à la CGT, c'est de la même façon. On savait qu'il existait effectivement dans la population moyenne, moi je l'ai vécu quand j'étais gamin de manière importante, donc dans des réflexions qui étaient faites par rapport aux personnes venant finalement du Maghreb avec des termes désobligeants, et les syndicats, heureusement d'ailleurs, combattaient du point de vue de leur organisation, combattaient cette attitude, quelquefois c'est effectivement très populaire, mais ça le combattait vraiment, et ce slogan cherche à le combattre.
Merci. On passe à la deuxième question. Gérard? Oui, j'aurais peut-être des questions, une question en tout cas, de fond à vous poser sur la question de l'ethnicité et la question des ethnocides, à vrai dire. Mais d'abord, juste une petite question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes peut-être un petit peu systématique dans cette histoire de même patron, même combat, etc. Car, à vrai dire, il y a des secteurs de la production qui étaient tenus par des étrangers de l'intérieur. Les Bretons, certains Occitans, certains Alsaciens, et les Algériens eux-mêmes ne s'y trompaient pas. Je me souviens en 1956, dans ma militance active contre la guerre d'Algérie, j'avais un contact avec un Algérien, Kabyle, qui était membre du Parti communiste et était entriste au FLN. Et nous avions des échanges, évidemment. Alors, au-delà des échanges purement fonctionnels, politiques et organisationnels, on avait des échanges humains sur la question de vie, sur comment ça marche. Et lui disait, il était à l'entretien dans un grand garage. C'était un boulot de chien. Et il me disait, c'est un métier de chien que je fais. Et ce métier-là, il y en a que deux qui le font en France. C'est les Algériens et les Bretons. Alors, c'était peut-être, il y a quelques nuances à apporter à votre jugement sur les conditions de travail des travailleurs français, des travailleurs immigrés. Et il y a une catégorie de citoyens français de France qui avait un statut aussi. Voilà. Merci Gérard. On va passer à une troisième question. Oui, moi je dois vous remercier pour ce que vous avez dit, parce qu'à travers la description de l'Algérie et puis des Algériens, je me sens moi aussi peur. Je ressens la même chose et je trouve que votre conférence est bien. Merci. D'abord, de même que je fais la distinction entre les peuples et les gouvernements, je fais la distinction entre les militants politiques, syndicaux et la direction de leur organisation. Qu'il y ait des militants, qu'il y ait eu des courants à l'intérieur d'un certain nombre d'organisations syndicales, de même qu'il y ait eu à l'intérieur d'un certain nombre de grandes organisations du mouvement ouvrier, Parti socialiste, Parti communiste, des courants, des tendances, enfin bref, qui aient joué un rôle plus particulier, d'une part relatif au combat contre les guerres coloniales, en général et contre les guerres d'Algérie en particulier, et qui ait pris en charge de façon plus spécifique les singularités de l'exploitation et de l'oppression infligée donc à cette émigration-là en particulier, j'en conviens, et les exemples sont nombreux. Reste que, et là le constat est ancien, hélas, et c'est parce qu'il est ancien justement que ce constat a produit encore des effets à l'époque contemporaine. Quand même rappeler ceci, que le Front populaire, qui est très soucieux de la condition des travailleurs français, et qui accède à un certain nombre de revendications auxquelles il fait droit, ne modifie pas d'un iota la condition des indigènes dans l'Empire et la condition des indigènes, des colonisés émigrés présents en métropole. Pas un iota. Le code de l'indigénat demeure, l'ensemble des discriminations perdurent. Et je rappelle que Simone Veil, pas l'ancienne ministre, la philosophe, qui toute philosophe et agrégée de philosophie qu'elle a été, décide d'abandonner la philosophie et de... Simone Veil, au fond, avant même que le projet ne soit théorisé par un certain nombre de courants maoïstes et trotskistes plus tard, et au fond la première établie de France que je connaisse, puisqu'effectivement elle quitte l'éducation nationale pour s'établir et partager la condition des ouvriers français. Et elle ne découvre pas seulement la condition des ouvriers français, sur lequel elle laisse un certain nombre de textes absolument majeurs, elle découvre aussi la condition des colonisés, via un certain nombre d'articles, et elle découvre aussi la condition des colonisés émigrés présents en métropole. Et Simone Veil écrit
plusieurs articles, notamment après le Front populaire, où elle dit à peu près ceci, je cite de mémoire sans trahir l'esprit, elle dit « J'ai honte de ceux dont je me sens proche », et ceux dont elle se sent proche, c'est évidemment, elle dit la gauche, je dirais les gauches, elle dit « J'ai honte de la classe ouvrière française », et quel est le mobile et le motif de cette honte? C'est très exactement cela qu'elle constate, qu'effectivement les grandes organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier français ne se sont globalement jamais préoccupées et n'ont jamais mis à leur propre agenda politique, comme on le dit aujourd'hui, la question de la singularité des conditions faites effectivement aux émigrés présents en métropole. Alors, exemple plus contemporain, alors c'est certes un roman, oui, assurément c'est un roman, mais c'est un roman qui nous en apprend beaucoup, sur la condition ouvrière française, et sur la condition ouvrière des immigrés. Et par ailleurs, c'est également un roman qui nous en apprend beaucoup sur les rapports entre les syndiqués français et les non-syndiqués immigrés, et entre, globalement, les organisations syndicales du mouvement ouvrier. Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, de ce point de vue-là, est un roman qu'il faut relire aujourd'hui, dans la mesure où il éclaire de façon, je dirais, presque intime, et à partir d'une sorte de micro-histoire, dirait-on aujourd'hui, de l'entreprise de l'automobile, justement, la façon dont se nouent les rapports entre des ouvriers français et des ouvriers d'origine algérienne. Et là aussi, le sort singulier qui est fait aux émigrés d'origine algérienne. Alors, vous avez raison, je ne nie pas du tout qu'il y a eu en France certaines catégories de la population qui, tout en étant nationales, ont, entre guillemets, été traitées comme des émigrés de l'intérieur. Restent susceptibles d'être identifiés comme immigrés étrangers, parce que, justement, on est blanc, globalement. Alors que quand on est maghrébin, ou noir, évidemment, là, on est immédiatement identifiable comme n'appartenant pas, ou n'étant pas, à proprement parler, du corps national. Et ça vaut évidemment pour les conditions de travail, ça vaut également aussi pour l'attitude de la police. Et donc je maintiens que certes, certaines catégories de la population nationale ont pu être considérées comme des émigrés de l'intérieur, mais que le fait qu'ils aient été, qu'ils soient du corps national, si je puis dire, les a en partie préservés d'un certain nombre de discriminations systémiques auxquelles ont là été exposés les émigrés nord-africains en particulier. Et encore une fois, les choses sont parfaitement établies dans les années 50. D'ailleurs, soit dit en passant, et avec tous les bémols et toutes les réserves, il faudrait quand même s'interroger sur le fait que, globalement, en France, l'essentiel, pas tous, je dis l'essentiel, quels sont les mouvements les plus importants qui ont réussi à mettre justement à l'agenda politique la question des discriminations spécifiques qui affectent, ou qui ont, enfin qui affectent et qui ont affecté par le passé les travailleurs immigrés et leurs descendants. Que je sache, ce ne sont pas d'abord avant tout les grandes organisations dites des gauches parlementaires. Ce ne sont pas non plus les grandes organisations du mouvement syndical. On va fêter les 30 ans de la marche pour l'égalité, n'est-ce pas? Qui a été à l'initiative de cette marche? Ce sont les grandes organisations syndicales du mouvement ouvrier? Ce sont les grandes organisations politiques des gauches parlementaires? Non. Quand la question de la discrimination a été de nouveau posée relativement récemment par un appel que j'ai signé, bien que je n'ai plus aucun peu de rapport avec cette organisation-là, parce que je n'en partage pas un certain nombre de principes et d'objectifs, l'appel lancé, mais qui a été lancé par, mais qui a été soutenu par des gens qui ne sont pas du tout au Parti des indigènes de la République, quand ceux-là ont lancé cet appel pour rappeler qu'effectivement les descendants des populations coloniales continuaient de subir dans la très douce France républicaine, entre guillemets, toute une série de discriminations qui relèvent de la discrimination à l'emploi, de la discrimination au logement, de la discrimination au niveau salarial, etc. etc. Là aussi, là encore, que je sache, c'est une organisation qui était parfaitement marginale sur le champ politique et qui, dans un premier temps, a suscité l'ire de toute une série d'autres organisations des gauches. Et que, prenons l'exemple des dernières élections présidentielles, quelle est l'organisation politique des gauches parlementaires ou extra-parlementaires qui, lors de des dernières élections présidentielles, a fait des questions de discrimination qui affectent spécifiquement les descendants des populations coloniales un élément substantiel de cette campagne?
Excusez-moi, je n'en vois pas et je n'en connais pas. Alors on va me dire, on va me rétorquer, ah oui mais c'est dans le programme. Oui, bien sûr, on prend le programme de toutes les organisations, on va trouver référence A, mais le problème n'est pas du tout celui-là. Le problème est que ça ne soit pas uniquement dans le programme, le problème est que ça soit assumé comme un combat politique. Or, globalement, la question de ces discriminations, de même, et c'est évidemment lié, la question de ce que certains appellent les banlieues ou les quartiers populaires, ces questions-là, hormis le plus souvent sous l'aspect sécuritaire, lorsqu'il s'agit de rétablir l'ordre et de prendre un discours un peu martial pour dire les territoires perdus de la République, on va les retrouver, les reconquérir, etc., etc. Et donc, où la question des quartiers populaires est presque systématiquement abordée, non pas à travers le prisme économique et social, mais à travers le prisme policier et sécuritaire. La question des quartiers populaires, lors des dernières élections présidentielles, que je sache, n'a pas fait l'objet, n'a pas été au plus haut de l'agenda politique, ni du Parti socialiste, ni du Parti communiste, ni du Front de gauche, ni même d'ailleurs du NPA ou de Lutte ouvrière. Et donc, je maintiens que sur ces questions-là, pour des raisons diverses, assurément, mais il y a effectivement une spécificité qui repose sur une assez longue histoire et qui continue, hélas, à produire des effets massifs. Massifs au sein des organisations et massifs pour les populations concernées. On va passer à une autre question. Une question juste par rapport, ça doit être sûrement très complexe, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette cécité ou cette indifférence au sein des ouvriers? Parce que c'est de ça que j'ai eu, qu'il y avait des ouvriers immigrés algériens et des ouvriers français, par rapport à ce statut politique de l'indigène finalement. Est-ce qu'il y aurait... C'est bon. Si tu peux passer le micro derrière. Terrible que les questions courtes. Merci. Oui. Oui, donc moi je suis légèrement irrité parce que, d'abord aussi je suis administrateur du BIR, qui est co-organisatrice avec la ville de Rennes de cette grande et belle manifestation qui s'appelle Convergence culturelle et dans laquelle cette conférence trouve place évidemment. Donc légèrement irrité parce que peut-être c'est pas de votre faute, c'est le temps peut-être, parce que vous avez fait un topo historique. Le titre de la conférence c'était Immigration, diversité culturelle et droits de l'homme. C'est un vaste chantier. Donc ça c'est une petite remarque tout à fait subjective. Mais par contre, revenons au fond, il y a un distinguo, à mon avis, qui manquait aussi de développement dans votre propos, c'est par rapport à ce qui est historiquement et juridiquement délimité au sein de la sphère européenne, et ou plutôt communautaire et extra-communautaire. Et il y a le distinguo qui peut être là historiquement et juridiquement d'ordre géographique, et par contre il y a des nuances à apporter sur le plan culturel, parce qu'un exemple très simple, un médecin marocain ou algérien lira mieux une ordonnance rédigée en français qu'un médecin des Pays-Bas, par exemple. Ça c'est une parenthèse. La deuxième, c'est par rapport à la probité même des recherches. Il y a toutes les recherches, bon, vous avez cité Moko, bon, il y en a eu d'autres, il y a eu aussi un courant auquel vous pouvez référer facilement. Il y a tout un courant de recherche aussi qui actuellement et depuis une trentaine d'années se développe dans les pays du Maghreb avec des jeunes chercheurs qui n'ont pas comme référence seulement, je ne dis pas que les recherches faites en France et en Europe, on peut mettre pour référence seulement cela, c'est-à-dire les faits, les coupures de presse, Galinéa, tout ce que vous voulez, mais ont aussi des récits de vie, de village, là où des massacres se sont produits, là où des gens ont été sélectionnés et importés, presque de force des fois, pour venir travailler dans les mines ou reconstruire le métro, etc., etc. Et tout ce pan et toute cette, on va dire, ce trésor de recherche est assez vivant. Donc, question, au-delà de la première remarque, est-ce que vous avez accès un peu à ces recherches et est-ce que vous communiquez avec tous ces jeunes chercheurs qui, en quelque sorte, sont en cours
de construire un contre-courant aussi, pas forcément contradictoire, mais on va dire un courant supplémentaire aux recherches historiques sur justement la vérité de l'immigration et justement ses ressorts actuels. Dernière chose, il y a, vous avez fini, enfin vous avez un petit peu conclu, mais bon, très brièvement votre propos sur la situation actuelle, le sort qui est fait aux générations actuelles, etc. Il y a quelque chose quand même qui est le nœud des questions. Ce sont les conventions bilatérales, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. France, pays colonisé, qu'il soit Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, je ne sais pas, et ainsi de suite. Je caricature, mais bon, et sans aller trop loin dans le détail, mais qu'on les prenne pour des choses relatives au déplacement, à la liberté de circulation, à la sécurité sociale, il n'y en a pas une qui, et aussi des fois, et surtout par rapport même, on va dire, au fait de justifier ou non de sa nationalité française. Rappelez-vous du scandale il y a 3 ou 4 ans, de gens qui étaient bien établis depuis un siècle et demi, et puis qui, même des vedettes, qui on a demandé de justifier leur vraiment généalogie. Donc ça, c'est une histoire assez épineuse, où effectivement s'articule le juridique, le politique et l'historique. Je peux tout à fait convenir du fait qu'on aurait presque un colloque pour aborder tout cela. Voilà. Mais ce sont des points clés. Hein. Je termine là-dessus pour dire que il y a matière à nuancer. On ne peut pas tout réduire à une histoire souvent, on va dire, un petit peu traitée comme ça, mais avec les nuances que vous avez pu apporter avec beaucoup de force à l'instant. Mais la référence algérienne, l'histoire France-Algérie ne peut pas résumer, on va dire, l'histoire de l'immigration France-colonie. Voilà. Merci. Je crois qu'on va passer à la dernière question parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais, j'espère que la réponse sera... Voilà. J'ai essayé de faire très très court. Je réponds aussi à la question de monsieur. C'est l'histoire fait que effectivement, on réagit au moment présent en fonction de la culture. La culture qu'on a de regard entre les populations n'est pas le même en 1900, en 1930, en 1950, en l'an 2000. Heureusement, justement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un progrès. Maintenant, ce progrès-là, il a quand même été écrit par rapport aux conditions, justement, dans lesquelles était fait dans le CNR, dans le Conseil national de la résistance. Il y avait quand même déjà, effectivement, une volonté qui était faite de revenir justement sur ce qui n'avait été peut-être, effectivement, je suis d'accord avec vous, loupé complètement en 1936, mais enfin, il y avait quand même effectivement des éléments, d'ailleurs des éléments qui sont traduits dans la réalité, ensuite en 1945, au moins du point de vue juridique, après, du point de vue culturel des personnes, ça c'est compliqué. Là-dessus, tout à l'heure, moi je défendais la place des organisations, j'ai aussi même récemment, puisqu'on sait qu'à nouveau on est dans une montée de péril, comme vous avez cité le 11 septembre 2001, c'est vrai que de ce point de vue-là, et de la montée du racisme, de la montée effectivement des réflexes abominablement identitaires qu'on a droit, où effectivement on a une montée actuelle des périls qu'on doit combattre. Là-dessus, les organisations syndicales, les grandes organisations syndicales françaises ont pris leurs responsabilités, puisqu'elles ont signé un accord en octobre de 2006, dans lequel la responsabilité est partagée justement avec les employeurs. C'est un accord qui est signé entre les organisations syndicales et les organisations patronales sur la lutte contre le racisme à l'intérieur des entreprises, et dans laquelle l'obligation qui est faite par les entreprises de le faire. Après, est-ce que les entreprises le font vraiment? Ça, je suis d'accord avec vous. Tout le problème est comment on arrive à passer dans la réalité. Mais cette volonté-là, elle existe. Cette volonté-là, il vaut mieux s'en appuyer que plutôt passer son arrivons à effectivement que ça soit effectif sur le terrain. Merci. Voilà. J'espère qu'en 5 minutes, Olivier peut répondre à ça. Vous m'en demandez beaucoup. Une demi-heure pour traiter de 70 ans d'immigration et 5 minutes pour répondre à la plupart des questions. L'inconvénient de ce genre de choses, c'est qu'en général, on frustre tout le monde parce qu'évidemment, on ne peut pas répondre à la totalité des questions et on est obligé d'aller très vite. Et donc, non seulement on frustre, mais en plus de ça, on donne l'impression d'être soi-même caricatural, ce qui est très désagréable parce qu'après, on est obligé de revenir sur le fait qu'on a dit ça alors que vous le direz. Donc, la première question, pourquoi? Alors, réinvitez-moi, ou alors organisez effectivement un colloque, mais pourquoi est-ce que la France...
votre question, une réponse qui est un élément, deux réponses, et qui évidemment n'a pas la prétention de répondre à la totalité de la question, c'est que globalement, et ça concerne là aussi, là encore, non pas seulement les élites politiques, mais la quasi-totalité du champ politique, de droite comme de gauche, c'est que la France, c'est pendant très longtemps, et continue d'ailleurs en partie avec des nuances, comme ce dont, de se nier comme grand pays d'émigration, alors qu'effectivement la France a été, pour toute une série de raisons, et après la Première Guerre mondiale comme après la Seconde, le second pays d'émigration au monde après les États-Unis, et donc le premier pays d'émigration européen, du monde. Mais si on prend les grands romans nationaux, américains et français, on perçoit là tout où se situe la différence. Le grand roman, il ne s'agit pas d'adhérer forcément à la totalité de la mythologie, mais de voir comment se construit un grand roman mythologique national. Le grand roman mythologique national américain, états-unien plus exactement, est effectivement construit sur ceci que les États-Unis se revendiquent, se pensent et s'enorgueillissent du fait d'avoir été un grand pays d'émigration, etc., etc. Là, le grand roman national français... Si c'est vrai, mais ça n'empêche pas la ségrégation. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai dit, décrire et comprendre comment fonctionne un grand récit national ne veut pas dire que ce grand récit national ne repose pas sur la discrimination. Nous sommes absolument d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le grand récit national français, notamment sous la Troisième République, se construit exactement à l'inverse. Il se construit non pas sur une histoire exogène de l'apport de populations étrangères à la France, il se construit sur un grand roman national absolument endogène, avec le grand mythe qui est un grand mythe, Troisième République, sur laquelle nos ancêtres sont les Gaulois. C'est-à-dire là, effectivement, un récit mythologique où les origines de la France ne sont pas à chercher à l'extérieur d'eux, mais où les origines de la France sont à chercher absolument dans l'Hexagone, et c'est à partir de là que se construit un grand récit national républicain, qui intègre d'ailleurs Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc a été d'abord avant tout une, entre autres, figure républicaine avant que la droite et l'extrême droite ne la récupèrent, et un discours, un grand récit mythologique dans lequel il n'y a strictement aucune place pour les émigrés, qu'ils soient émigrés européens ou émigrés, et moins encore, allais-je dire, émigrés nord-africains. Ce qui permet, et ça c'est globalement aussi un discours qui a en partie été intégré par les grandes organisations des gauches parlementaires et extra-parlementaires, enfin pas toujours, mais parlementaires assurément, et qui permet de comprendre l'extraordinaire difficulté qu'il y a aujourd'hui encore à effectivement intégrer dans l'histoire générale de la France l'extrême importance des émigrations générales et des émigrations coloniales en particulier. Juste un point sur les recherches, et pour répondre à votre question en partie, de ce point de vue-là, si on prend les grands ouvrages consacrés au cours de ces 20 dernières années à l'histoire des émigrations, 25 dernières années, à l'histoire des émigrations en France, je pense notamment aux ouvrages admirables par ailleurs, le problème n'est pas là, de Gérard Noiriel et de Patrick Weil. Quand on les relit aujourd'hui, il y a un trou noir stupéfiant, c'est que ces histoires sont des histoires, encore une fois, qui sont des histoires qui prennent à bras-le-corps la question de l'immigration européenne, mais qui ne disent pratiquement rien des immigrations exotiques, alors même qu'elles ont été très importantes. Donc ça a produit des effets... Gérard Noiriel, juste à part son dernier livre, où il intègre cette affaire, si vous prenez les livres précédents sur la tyrannie du national, c'est globalement une histoire qui est centrée sur l'immigration européenne, et notamment l'immigration polonaise dans l'Est et le Nord de la France. Bref. Je m'inscris encore au faux, vite fait. Son ouvrage de 87 traite largement de l'immigration maghrébine en France. Désolé, il faut le relire. Peut-être pas lui-même, bref. C'est l'un des mais c'est une exception. La règle est ce que... Il n'y en a pas beaucoup, et alors c'est d'autant plus singulier que antérieurement, un certain nombre de sociologues, et comment ne pas citer ces deux-là, d'autant plus que leurs liens sont évidents, et que Pierre Bourdieu, par ailleurs, avait très tôt, c'est d'ailleurs ses premiers textes qu'il écrit sur l'Algérie, très tôt attiré l'attention justement sur ce que Bourdieu appelle la terrible opération de chirurgie sociale pratiquée à cru, c'est-à-dire, ça c'est moi qui ajoute, c'est-à-dire sans anesthésie, sur la société algérienne, et ses effets catastrophiques pour et la société algérienne et les immigrés, et évidemment les ouvrages d'Abdelmalek Sayad sur l'émigration, où là la chose est prise à bras-le-corps. Mais entre le moment où le texte est écrit, reçu, lu, et les effets qu'il va produire au sein de l'institution, les effets sont relativement lents.
En ce qui concerne le CNR, juste un mot. Le CNR, oui d'accord, le CNR formidable, la sécurité sociale quand même. Rappelez que lorsque le CNR, présidé par le général de Gaulle, avec toute la kyrielle d'hommes, parce que les femmes à l'époque ne sont pas légion, même là, dans la résistance oui, mais pas forcément là, se réunit à Brazzaville, 1944, pour décider du sort de l'Empire, relativement à la question du travail forcé, la position, c'est par ailleurs de très grands résistants qui sont à Brazzaville, tous, Félix Éboué compris. La position de Brazzaville, de la conférence de Brazzaville sur le travail forcé, c'est pas abolition immédiate, c'est abolition différée dans un laps de 5 ans. Autrement dit, si la France avait suivi la position de la conférence de Brazzaville, le travail forcé n'aurait pas été aboli en 1946, mais aurait été aboli en 1949. Et il faut effectivement la réaction très vive du député Félix Houphouët-Boigny, qui, en 1946, décide non, on ne peut pas différer cette affaire, il faut abolir immédiatement, et effectivement, il prononce en 1946 son célèbre discours à l'Assemblée nationale en demandant l'abrogation immédiate du travail forcé, avec un discours extraordinaire, toute une série d'anaphores, puisqu'on connaît la figure de style maintenant, puisque François Hollande l'a abondamment utilisé lors de la campagne présidentielle, sur la condition, justement, des... bon. Donc, sur le CNR... faut pas non plus, alors en matière de mythification, je veux dire globalement, on sait bien que l'opération Empire-Union française est une opération, pour reprendre cette formule célèbre, qui n'est pas de moi, hélas, j'aurais aimé en être l'auteur, mais rendons à César ce qui lui appartient et à Lampedusa, oui, ce qui lui revient, puisque c'est lui qui a la formule dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Globalement, l'Union française, c'est exactement cela. C'est on change tout pour que rien ne change. C'est-à-dire on change tout pour que l'Empire puisse continuer d'exister et que la France se rétablisse comme grande puissance européenne et mondiale grâce à son empire. Ce qui permet de comprendre aussi toute une série d'éléments et de positions des gauches parlementaires après 1945 et notamment après Sétif-Galma. Autre pomme de discorde, peut-être avec certains ici, mais en tout cas, là, ce sont des faits bruts. Je n'interprète pas. Il s'agit de faits bruts. Alors après, on peut discuter des raisons qui ont poussé les uns et les autres à ne pas, le 8 mai 1945, ou à voter, par exemple, les pouvoirs spéciaux de Guy Mollet, dont il faut rappeler qu'ils ont quand même été votés par les députés du Parti communiste. Ce sont des faits, je n'interprète pas. Alors après, comme disait le même Lénine, les faits sont têtus, et donc après, on peut avoir des débats sur l'interprétation des faits, mais les faits sont là. Bon, globalement, après 1945, bon, et ça permet aussi sans doute de comprendre en partie la question que vous posez, c'est que globalement, sur un certain nombre de points, les organisations politiques du mouvement ouvrier, SFIO et Parti communiste s'étant pour certaines colonies ralliées à l'Empire, ça permet aussi en partie de comprendre dans certains cas leur rapport assez difficile avec les populations algériennes en France, pour ne rien dire évidemment de leur rapport très difficile avec le FLN. Ça permet sans doute aussi de comprendre en partie pourquoi, le 17 octobre 1961, entre 250 et 300 morts à Paris, aucune manifestation de grève nationale appelée par les grandes organisations du mouvement politique, syndicales et ouvriers, alors que février 62, Charonne, la plus grande manifestation jamais organisée de toute l'après-guerre, 1 million de personnes dans les rues de Paris pour l'enterrement des 8 militants du Parti communiste tombés à Charonne sous les coups de matraque des CRS commandés par le même Maurice Papon. Mais 17 octobre, pas grand-chose. Bon, là aussi, il faut s'interroger sur ce qui s'est passé et pourquoi, comment. Alors, sur les rapports avec les chercheurs étrangers, alors moi, je n'ai pas de rapport spécifique, enfin, avec les chercheurs étrangers en général, oui, bien sûr. Des recherches communes, parfois. J'ai publié dans un ouvrage collectif, dans 2 ouvrages collectifs, dirigés l'un par son nom aussi, Madame Ba-Konaré, qui est un ouvrage collectif, d'ailleurs dont elle a pris l'initiative, et la très heureuse initiative, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, les réactions ont été, à mes yeux, insuffisantes et insuffisamment scandaleuses. Un ouvrage collectif qui avait pour objectif de répondre au très scandaleux, indigne, obscène discours prononcé à Dakar par Nicolas Sarkozy, rédigé par Henri Guédon. Oui, mais là, oui, d'accord, mais là aussi, là encore, je n'ai pas entendu les ténors du Parti socialiste et du Parti communiste à l'époque dire « ce discours est un scandale, il faut absolument y répondre ». Bref, donc collaboration là, oui, avec des universitaires tunisiens, algériens, d'Afrique noire, pour répondre donc à l'obscénité de ce discours. Et plus récemment, un ouvrage collectif dirigé par un mathématicien philosophe constantinois,
Ismail Khaznadar, qui est un ouvrage sur la repentance et qui a été publié en Algérie par les éditions Barzac. Et par ailleurs, il y a maintenant un ouvrage collectif sur la guerre d'Algérie qui a été publié par ces mêmes éditions Barzac et par les éditions La Découverte. Donc les choses se mettent en place et on n'a pas attendu les injonctions réitérées de toujours les mêmes des hommes politiques pour globalement se mettre au travail, en général sur la guerre d'Algérie et le passé colonial, et pour travailler avec des chercheurs d'outre-Méditerranée selon la formule consacrée. Voilà, merci. La proximité, non, il y a un élément. Non, mais dans l'approche vite fait. J'insiste. Hein. Donc la proximité géographique qui a toujours été mise en avant dans les constructions juridico-politiques, dans le traitement de l'immigration, au dépend de la proximité culturelle. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre ce que vous voulez dire. Bon, alors c'est très simple, je reprends le cas du médecin marocain ou algérien qui sait mieux que le médecin hollandais lire l'ordonnance rédigée en français. Et le statut du médecin, par exemple, marocain ou algérien, dans l'institution hospitalière française, est largement, souvent dans des précarités, parce qu'il faut qu'ils reprennent je ne sais quel cursus que le médecin hollandais. Oui, globalement, de ce point de vue, nous sommes d'accord, ça confirme ce que je dis, c'est qu'il y a bien des spécificités qui concernent plutôt nord-africains et africains. C'est un implicite qui n'a pas besoin d'être rendu explicite. Pourquoi? C'est lié à une évolution très profonde qui renvoie à ceci que globalement nous ne percevons plus, et les hommes politiques non plus pour des raisons qui sont liées à la construction européenne et à la progression et l'accélération de cette construction, nous ne concevons plus effectivement les étrangers ressortissants de l'Union européenne qui viennent sur le territoire français comme des émigrés. Ils ne sont pas pensés comme des émigrés, alors même que pratiquement ils le sont. Puisque dès lors qu'on considère que quelqu'un est émigré, c'est quelqu'un qui a quitté son territoire d'origine nationale pour aller travailler dans un autre pays. Pratiquement, ils le sont, immigrés. Nous ne les concevons plus comme tels parce que juridiquement, ils ne sont plus traités comme tels et parce qu'eux bénéficient effectivement de la liberté de circulation. Aujourd'hui, la seule figure de l'émigré qui concentre sur sa personne une étrangeté perçue comme maintenant parfois radicale et dont la radicalité est perçue comme dangereuse et qui justifie effectivement toute une série de dispositions discriminatoires, ce sont globalement les émigrés d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Même les Chinois sont réputés, certes sont perçus comme des émigrés, mais sont investis de toute une série de représentations réputées positives qui permettent de les distinguer de l'immigration nord-africaine et de l'immigration d'Afrique noire. Je me rappelle encore une fois, pour le citer, parce qu'il n'est pas simplement envahissant celui-là, parce qu'il a tenu beaucoup de discours sur le sujet, mais Nicolas Sarkozy invitant lors du Nouvel An chinois des représentants de la soi-disant communauté chinoise à Paris et vantant leur valeur pour le travail, cette même valeur dont aussi Nicolas Sarkozy prétendait s'enorgueillir. Bref. Ce que vous dites pratiquement corrobore exactement à quoi s'ajoute le fait, les conditions absolument indignes, faites notamment à ceux qui en Algérie demandent des visas et à qui on impose des conditions pratiques et matérielles d'obstention absolument indignes, à quoi on ajoute et on impose aussi un coût de visa astronomique et qui n'est pas remboursé lors même que le refus de visa est prononcé. Je sais que le débat est assez juste une dernière contradiction par rapport aux médecins algériens qui ont des diplômes algériens qui ne sont pas reconnus en France, donc ils doivent refaire leurs études complètement, ce qui est impossible. Par contre, mais qui sont suffisamment reconnus comme étant compétents pour travailler dans les urgences, dans les sites. C'est une aberration. Merci. Voilà, merci Olivier. Le temps nous est compté. Je sais que j'ai demandé 5 minutes à Olivier. Je sais qu'il va nous faire 20 minutes. Bon, on s'excuse. Voilà, merci beaucoup de nous avoir donné cette conférence fort riche. Merci Olivier. Merci à vous.